février 1936. Dans toute l'Espagne, le peuple peut enfin voter. Les électeurs et les électrices déposent leurs bulletins dans des urnes de verre et dans les imprimeries, les presses statives vont à toute vitesse. Les crieurs de journaux se précipitent dans les rues. Le monde apprend une grande nouvelle. La réaction espagnole, responsable de la sanglante répression des Asturies, la réaction incarnée par Gilles Robles est balayée. Les partis de gauche ont gagné 157 sièges et ils disposent d'une imposante majorité au Parlement des Cortes. À Madrid, dans toute l'Espagne, le peuple fête sa victoire, la victoire de la démocratie. L'amnistie libère 30 000 prisonniers politiques. La tâche du nouveau gouvernement de Front populaire était immense. L'Espagne avait à liquider le lourd héritage de siècles de pression et de misère. Plus de la moitié de la terre appartient à 50 000 gros propriétaires. Mais 4 millions de paysans qui ne possèdent rien, ou presque rien, vivent avec leurs familles dans une misère quasi totale. Les maisons de paysans n'ont qu'une seule chambre. Le sol est fait de terre battue. 3 chaises, une table, voilà tout le mobilier. Une machine à coudre est un luxe. Des familles entières s'entassent sur des lits primitifs. Ils sont 3, 4 sur le même matelas. Aux portes mêmes de Madrid, des centaines de travailleurs agricoles vivent dans de véritables repères, dans des cavernes creusées dans le roc. La tyrannie féodale continuait d'étendre son ombre sinistre sur un pays où pour 6 francs par jour, les travailleurs agricoles peinaient du lever au coucher du soleil. Pour que tous les enfants d'Espagne, pour que toutes les femmes d'Espagne puissent manger à leur faim, le premier gouvernement de Front populaire avait une tâche immense à accomplir. Il voulait construire un monde plus humain, faire de l'Espagne une grande démocratie moderne, et il se mit courageusement au travail. Mais une formidable conspiration menaçait le pays, car si le peuple est pauvre, le sous-sol de l'Espagne renferme d'immenses richesses. Charbon, 7 millions de tonnes. Fer, 5 500 000 tonnes. Cuivre, 4 millions de tonnes. Plomb, 130 000 tonnes. Argent, 45 000 kilos. Mercure, en tête de la production européenne. Charbon des Asturies. Fer de Viedo et de Santander. Mercure d'Almadène. Cuivre de Rio Tinto. Plomb de Penarroya. Richesse cotée dans toutes les bourses du monde. Richesse qui attire les convoitises de tous les rapaces. Pour s'emparer de ces trésors, un complot international est tramé par la réaction et le fascisme. Joan March, financier et contrebandier international, qui prépare de Berlin l'insurrection en mai 1936. Gilles Robles, qui cherche la revanche de sa défaite électorale. Le général Sanjurjo, qui part d'Allemagne pour commander la rébellion. Le général Franco remplace en dernière heure Sanjurjo tué dans un accident. Ce document prouve que dès 1934, Mussolini reçut à Rome les représentants de la réaction espagnole. Nous traduisons les principaux passages de l'accord signé entre Mussolini et les fascistes espagnols. Le président, Mussolini, a déclaré ce qui suit. Premièrement, qu'il était disposé à aider les partis d'opposition au régime dans leur effort pour le renverser et le remplacer par une régence destinée à préparer la restauration de la monarchie. Cette déclaration fut solennellement répétée par M. Mussolini à 3 reprises. Deuxièmement, comme démonstration pratique, il est disposé à fournir immédiatement 200 000 fusils, 20 000 grenades à main, 200 mitrailleuses et 1 500 000 pesetas comptant. Troisièmement, cette aide n'a qu'un caractère préliminaire et elle sera suivie en temps opportun d'une assistance plus importante encore. Hitler fomentait lui aussi l'insurrection fasciste en Espagne. 400 000 documents ont été saisis par la police au siège de l'organisation allemande de Barcelone. Ces documents démontrent avec quelle minutie les hitlériens préparaient leur intervention. Plus de 6 millions de francs étaient dépensés chaque année pour la propagande. Les insurgés de la seule ville de Madrid reçurent de Hitler 38 000 fusils et 18 000 revolvers. 18 juillet 1936, l'insurrection éclate au Maroc et s'étend bientôt à toute l'Espagne. Et le peuple dresse des barricades pour défendre son gouvernement légitime. À Madrid, à Barcelone, à Valence, presque partout, le soulèvement militaire est écrasé. Nulle part, la population ne se joint aux rebelles. Le général Franco, pour continuer la guerre, doit faire venir du Maroc les troupes mortes et la légion étrangère. Tandis que les mercenaires du fascisme, forts en officiers et en matériel de guerre, commencent la conquête de l'Espagne, par dizaines de milliers, les jeunes gens s'enrôlent dans les milices gouvernementales. Au milieu de l'enthousiasme frénétique de la population, les miliciens défilent dans les rues. Ils n'ont que des armes de fortune, un équipement rudimentaire.
Une partie de la police, une partie des officiers sont restés fidèles au gouvernement, mais pourtant, les miliciens manquent de cadres. Après avoir traversé les villages où la population est aussi enthousiaste que celle des villes pour la cause gouvernementale, les miliciens arrivent sur les grands plateaux d'Aragon et de Castille où doivent se livrer les premières batailles. Ces hommes n'ont, pour lutter contre les tanks rebelles, que des camions blindés tant bien que mal à l'aide de plaques de tôle. Lorsque ces volontaires partent au combat, leur tragique inexpérience se fait durement sentir. La mort fauche dans leurs rangs et les pertes sont d'autant plus lourdes que l'artillerie est insuffisante. Les cadres militaires s'improvisent en pleine guerre. Les employés, les paysans, les instituteurs, les ouvriers deviennent officiers, commissaires politiques, apprennent au front l'art de commander. Avec les Modestos et les Lister, les chefs sortent du rang, comme jadis nos Hoche et nos Kléber. Les morts, jadis chassés de la péninsule par le Cid, par Isabelle la catholique, par tous les héros historiques de la vieille Espagne, recommencent maintenant la conquête de l'Aragon, de l'Andalousie, de la Castille. Les mercenaires de Franco ne s'attaquent pas seulement aux combattants, ils massacrent aussi la population civile. L'horreur des massacres qu'ils commirent à Badajoz révolta l'humanité entière. Le rôle des Marocains et des étrangers de la Légion est capital au début de la guerre civile. Ce sont ces forces qui permettent à Franco de commencer sa marche vers Madrid. L'armée gouvernementale s'organise. Les miliciens doivent d'abord apprendre à manœuvrer, à obéir. Ces premiers exercices établissent une discipline dont dès hier encore il est organisé. Des forces toujours plus nombreuses rejoignent les rangs de l'armée espagnole dans un enthousiasme comparable à celui des engagés volontaires qui devinrent, sous la Révolution, des soldats de l'an 2. Au milieu de la foule qui les acclame, les jeunes gens vont s'enrôler dans les milices. Les nouvelles recrues sont disciplinées à leur tour. Elles reçoivent des armes et vont rejoindre leur poste au front. Le Parlement espagnol, les Cortés, se réunit à Madrid. Les représentants du peuple décident, d'accord avec les socialistes, anarchistes, républicains, communistes, catholiques, expression de la nation tout entière, d'intensifier leurs efforts pour la création d'une armée forte et de continuer la lutte jusqu'à l'écrasement de la rébellion. Quand ils arrivent devant Madrid, les mercenaires de Franco se heurtent au rempart de l'héroïsme espagnol. Mais depuis le début de la guerre civile, aucun train de munitions n'a pu passer la frontière franco-espagnole. Le gouvernement français a déchiré le traité de commerce qui le liait à l'Espagne. Les rebelles, eux, sont magnifiquement ravitaillés en armes, mais l'armée gouvernementale n'a pas assez de fusils, pas assez de mitrailleuses, pas assez de munitions, pas assez d'avions. Irun, Saint-Sébastien, toute la région basque tombèrent parce que les soldats n'eurent à leur disposition que d'antiques canons.
Londres, au mois d'août 1936. La chaleur et les vacances font de la capitale anglaise une oasis de calme et de tranquillité. Pendant que la guerre fait rage en Espagne, devant un palais, les curieux regardent arriver les ministres et les diplomates représentant les principales puissances. Le comité de non-intervention va commencer ses travaux. C'est le gouvernement français qui a proposé au monde la politique de non-intervention. Et le gouvernement anglais s'est aussitôt rallié à son initiative. L'Italie et l'Allemagne ont rapidement adhéré à la proposition française. Elles se sont engagées, comme les autres puissances, à n'envoyer en Espagne, durant toute la durée des hostilités, aucun matériel de guerre, que ce soit aux rebelles ou aux gouvernementaux. Aux premières séances du comité de non-intervention, Hitler et Mussolini font proclamer qu'ils ont mis l'embargo sur les armes à destination de l'Espagne. Quand les dépêches apprennent que les soldats et les armes venus d'Allemagne ou d'Italie débarquent sans arrêt, Hitler et Mussolini déclarent solennellement que ces assertions sont fantaisistes et dénuées de tout fondement. Le président du comité, Lord Limont, s'associe à ces déclarations et, convaincu de la bonne foi fasciste, les membres du comité continuent de venir siéger. Les cuirassés anglais, entrés dans le port de Barcelone, veillent à ce qu'aucun matériel de guerre ne parvienne aux républicains. Le général Franco, toujours entouré de ses mercenaires marocains, se met aux ordres des officiers italiens qui arrivent en Espagne en tête de véritables armées qui forment les troupes de choc du fascisme. Les troupes mussoliniennes montent vers le front. À bicyclette, les bersaglieri vont de l'avant, le casque fièrement posé sur le côté. Les avions italiens et allemands soutiennent leur offensive. En mars 1937, les légionnaires italiens jouent un rôle de premier plan dans une attaque contre Madrid et Mussolini leur télégraphie. J'apprends qu'une grande bataille est en cours en direction de Guadalajara. Faites savoir aux légionnaires que je suis heure par heure leur action qui sera couronnée par la victoire. Mais ils se heurtent au courage et à l'organisation des armées qui défendent le gouvernement légitime de l'Espagne, et la victoire escomptée par Mussolini à Guadalajara se transforme en victoire de la République espagnole. Les républicains ramassent parmi les cadavres les drapeaux italiens abandonnés. Ils s'emparent du fanion de la Légion italienne, les Flammes Noires, où se lit la devise « Nous brûlons sans lui ». Sur les routes de Guadalajara, un formidable matériel de guerre s'entasse. Et tout ce matériel est mussolinien ou hitlérien. Canons italiens, tanks et mitrailleuses italiens. Encore des canons italiens fabriqués à Breda. Toujours des canons italiens qui, d'après cette inscription, ont contribué à la prise de Malaga. Voici des masques à gaz italiens. Et des caisses entières de macaroni venues tout droit de Naples. Les radios, les téléphones de campagne allemands.
Le butin italien et allemand est tel que les Espagnols doivent les entasser dans les entrepôts où les obus s'empilent. Dans leur victoire de Guadalajara, comme dans leurs autres victoires, les républicains ont fait de nombreux prisonniers. Parmi ces prisonniers, on trouve des Espagnols, jeunes ou vieux, mobilisés de force dans les armées de Franco. La plupart de ces Espagnols, une fois au milieu de leurs frères républicains, manifestent leurs vrais sentiments, des sentiments qui vont du fond du cœur au gouvernement de leur pays. Si certains prisonniers sont espagnols, il y a beaucoup de prisonniers morts, des mercenaires recrutés au Maroc espagnol et même au Maroc français par les agents de Franco qui leur firent les plus fabuleuses promesses. 4 aviateurs allemands abattus dans les lignes républicaines alors qu'ils allaient bombarder des villes ouvertes. Des prisonniers italiens dans la cour d'une caserne où ils sont détenus. Depuis le début de la guerre civile, les Espagnols ont fait des milliers de prisonniers italiens. Ceux que nous voyons ici ont été pris au cours de la bataille de Guadalajara. Le jour même de cette bataille, le comité de non-intervention poursuivait ses travaux et les représentants de Chamberlain déclaraient ne pas avoir de renseignements sur le débarquement de contingents italiens. Vivant démenti aux déclarations de Londres, les prisonniers italiens s'entassaient dans les camps. En voici qui lisent le journal antifasciste Grido del Popolo, rédigé dans leur langue maternelle. Parmi les Italiens prisonniers se trouvaient de nombreux officiers. En voici quelques-uns qui posent d'assez mauvaise grâce. Le commandant Lucien Antonio, les lieutenants Achille Sacchi et Gaëtan Barossi. Mi dica, Sì, sì. mi dica allora il suo nome, il suo cognome, Io il luogo di sergente nascita maggiore, sì, sì. e la professione. Sì, sì. Ero sergente maggiore, mi chiamo Tanner Alfonso. Nato a Merano, provincia di Bolzano, domiciliato a Merano, provincia di Bolzano, in via Manzoni, numero 22. Prima di venire in Spagna, dove si trovava lì? Nel 4 reggimento fanteria carista a Roma. Partiva mai un bel giorno, vero? Ci hanno detto che si doveva partire, dato che l'Italia insomma c'aveva c'aveva dei interessi, vero, nella guerra spagnola. Prima non ci avevano mai parlato della guerra spagnola, vero? E poi lì ci hanno detto che occorreva l'intervento, vero, di truppe italiane così, per andare in Spagna, insomma, vero? Però non ci hanno detto di combattere, ci hanno detto solamente per fare delle istruzioni, vero, alle reclute spagnole. E lì hanno domandato chi vuole partire, e tutti, ma non hanno mica detto proprio la Spagna, ha detto questo qui per la Spagna, ci ha detto un tenente, vero, il colonnello non ci ha mica detto che si andava in Spagna, così. Il tenente così in modo confidenziale ci ha detto insomma, che si tratterà di andare in Spagna così, vero. Ma il colonnello questo ci ha detto solamente oltremare, dice, oltremare dove sia, dice, il Giappone, Abissinia, la Libia, dice, dove sia, dice, chi è disposto? E, insomma sono partiti tutti quanti, vero. Però nessuno sapeva che si andava in Spagna. Qualcuno se lo immaginava. A Cadice dove sono stati?
A Carisse ci siamo fermati, però a Carisse abbiamo trovato insomma, parecchi militari italiani, Molti militari italiani. Sì, c'era il porto che era tutto pieno di pezzi di artiglieria e autocarri, tutto materiale italiano. Tutto materiale fabbricato in Italia. E tutto materiale italiano? Tutto proprio soldati, ufficiali? Sì, esclusivamente italiano. Solamente più tardi, poi ancora dopo Guadalajara, ci hanno portato delle reclute spagnole, vero? E hanno formato un'altra compagnia spagnola. Per istruire? Sì. Sì, ma per effettuare la Sì, ma però materiale arrivava sempre in Italia, continuamente. Continuamente, per mangiare anche tutto quanto. Mangiare, viveri tutto l'Italia. Quindi non dipendevano dall'armata spagnola in questo? No, per niente proprio. Il comando era tutto italiano. Tutto italiano. Tutto italiano. Quindi c'era una separazione netta fra sì, gli italiani sì, e una separazione netta proprio. Sì. Perché noi anche avevamo l'indipendenza, vero? Ma per esempio le perdite che loro hanno subite, che erano molto numerose, non è vero? Sì. Vero? Ma noi dei carri... Come venivano recuperati? Noi dei carri, vero? Il y a 40 000 soi-disant volontaires italiens en Espagne, avoue Mussolini. Il y en a en réalité plus de 100 000. Du côté républicain, les internationaux, véritables volontaires, n'ont jamais été plus de 15 000 et tous ont été retirés du front depuis l'automne 1938. Le comité de non-intervention avait proposé le retrait de forces égales sur les deux fronts. Mussolini a retiré 10 000 éclopés, aussitôt remplacés par des forces nouvelles. Voici les forces italiennes en Espagne, passées en revue par des généraux italiens et rebelles qui répondent au salut romain de leurs soldats. « 100 000 Italiens, une quantité formidable de matériel allemand et italien restent à la disposition de Franco, alors qu'il n'y a plus un combattant étranger sur le front républicain. Les hommes des brigades internationales ont maintenant quitté l'Espagne. Les voici au milieu des manifestations de la reconnaissance populaire. Un magnifique accueil aux volontaires. Le sort de la France est lié à celui de l'Espagne républicaine. Ces Français qui se battirent au-delà des Pyrénées savaient que le sort de leur pays se jouait là-bas. Si l'Espagne devenait la proie du fascisme international, la sécurité de la France serait dangereusement menacée. Les Espagnols qui continuent héroïquement la lutte se battent et meurent pour notre liberté comme pour la leur. Ils défendent la liberté de conscience et voici l'enterrement religieux d'un Basque tombé sur le front pour défendre sa grande et sa petite patrie, pour venger les prêtres de son pays assassinés par Franco. Nos représentants diplomatiques ont été les victimes du fascisme international. On a enterré le vice-consul de France, M. Lecouteux, tué au cours d'un bombardement. 50 navires français ont déjà été attaqués par des bateaux pirates fascistes. Le cercueil qui contient les restes du vice-consul est conduit vers le navire de guerre qui le ramènera en France. L'armée républicaine rend les honneurs à la victime. L'ambassadeur de France, M. Éric Labonne, assiste aux obsèques de ce diplomate tué par une bombe fasciste. Le comité de Londres ne protège pas davantage la vie et les biens du citoyen britannique. Des centaines de bateaux anglais ont été attaqués, des dizaines de marins anglais ont été tués.
le pavillon britannique recouvre les cercueils de ses victimes des bombes italiennes ou allemandes. Ces marins sont les rescapés du naufrage d'un des 35 bateaux anglais coulés par les torpilles italiennes ou allemandes. Le pavillon à 2 cercles noirs de la non-intervention, hissé au mât des navires, n'a empêché ni les arraisonnements ni les torpillages, et 6 représentants du comité de non-intervention ont été tués. La Méditerranée et l'Atlantique sont parcourus depuis le début de la guerre par des sous-marins soi-disant inconnus, par des bateaux pirates aux ordres du fascisme international qui veut s'assurer la maîtrise de ses mers. Presque toutes les routes maritimes françaises et anglaises sont commandées par l'Espagne. L'axe Berlin-Rome, s'il triomphe en Espagne, pourra couper les routes maritimes qui relient la France à ses colonies d'Afrique et d'Indochine. Barrage à Gibraltar, barrage sur les côtes d'Afrique. Si les bateaux français qui ne peuvent plus traverser la Méditerranée veulent contourner le continent africain, ils se heurteront aux barrages comme mettent les îles Canaries sur leur route. La politique de Munich est venue aggraver dangereusement cette situation. La Tchécoslovaquie, quand elle était le bastion de la France en Europe centrale, aurait, en cas de guerre, retenu 35 divisions allemandes sur ses frontières. Le dictat de Munich, accepté par Chamberlain et Daladier, a anéanti la Tchécoslovaquie, démocratique et amie de la France. Si le fascisme international triomphait en Espagne, 40 millions de Français auraient, en cas de guerre, à faire face à un bloc fasciste de 140 millions d'habitants. La France aurait 3 frontières à défendre. Frontière allemande, où les forces hitlériennes sont grâce à Munich plus fortes de 35 divisions. Frontière italienne, frontière espagnole. La guerre couperait aussi la France de ses colonies, riches en hommes et en ressources. L'Espagne, les Baléares, la Sardaigne, l'Italie barrent la Méditerranée. Fernando Po, colonie proche du Congo, les Canaries, la Galice barreraient l'Atlantique. Enfin, les avions venus d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne pourraient désormais bombarder le territoire français dans sa totalité. Si le fascisme triomphait en Espagne, le plan d'encerclement de la France préconisé par Hitler dans Mein Kampf se trouverait réalisé. Il pourrait alors espérer anéantir la France, pays auquel il avouait une haine implacable qu'il exprime dans son livre. L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Peu importe qui est gouverné ou qui gouvernera la France, que ce soit les Bourbons ou les Jacobins, les Napoléons ou les démocrates bourgeois, les républicains cléricaux ou les bolchevistes rouges, le but final sera toujours de s'emparer de la frontière du Rhin. Et plus loin, dans Mein Kampf, Hitler exprime le souhait que l'Allemagne parvienne à isoler si bien la France que cette seconde guerre ne soit plus une lutte de l'Allemagne contre le monde entier, mais une guerre défensive menée contre une France qui ne cessait de troubler la paix mondiale. Les plans exposés par Hitler dans Mein Kampf, le développement de la France se réalise quand le fascisme international occupe notre frontière des Pyrénées. La politique de non-intervention a privé les républicains de vivres et d'armes. Elle a permis aux armées de Mussolini de conquérir la Catalogne. Par centaines de milliers, les femmes et les enfants ont dû partir sur les routes, poursuivis par les bombes et la mitraille des avions étrangers. Les malheureux passent les Pyrénées à pied, dans le vent et la neige. Les enfants affamés ont les pieds gelés.
armées républicaines sont accueillies en France par les troupes sénégalaises et désarmées. Sous la surveillance des gardes républicains, les héros sont envoyés dans des camps de concentration où ils sont parqués comme du bétail. Je ne bombarderai jamais Madrid, il y a des innocents, avait déclaré Franco. Mais tous les jours, les avions italiens et allemands s'acharnent sur Madrid, sur Valence, sur toutes les villes, sur tous les villages de l'Espagne républicaine, que malgré ses efforts, ils n'arrivent pas à conquérir. La zone centrale, une fois et demie plus grande que la Belgique et la Hollande réunies, résiste héroïquement sous les bombes. Ruine, ruine et ruine. Les immeubles de 6 étages rasés par les bombes. Les Junker, les Messerschmitt, les Dormier, les Heineken de Hitler sont passés par là. Les Caproni, les Savoyas de Mussolini ont accompli leur besogne de mort. Le comité de non-intervention interdit aux républicains de se procurer une défense antiaérienne, arme strictement défensive. Ruine, ruine et ruine. Les écoles ne sont pas plus épargnées que les hôpitaux. Les malades sont tués dans leurs lits, les enfants sont tués devant leurs pupitres. Voici le bilan des bombardements pour une seule province de l'Espagne. 20 000 victimes dans la population civile, 4 000 morts, 16 000 blessés. Pour la seule petite ville de Reus, qui n'a que 30 000 habitants, 57 agressions, 250 000 kilos de bombes, 227 morts, 431 maisons détruites, dont 2 écoles, un hôpital. Ce sont les avions italiens et les avions allemands. Ce sont les bombes italiennes et les bombes allemandes qui ont fait sur la terre d'Espagne toutes ces ruines, tous ces morts. Tant d'horreurs n'ont pas abattu la force de résistance de l'Espagne. Les usines républicaines travaillent à plein, mais le matériel qu'elles fabriquent est loin de répondre à tous ces besoins. Les chaussures que fabriquent ces jeunes serviront aux combattants qui défendent à la fois leur liberté et la nôtre. Les ouvriers montrent ces chaussures à des délégués venus de France. Ces délégués sont venus représenter des millions d'hommes et de femmes de cœur qui ne veulent pas que les femmes et les enfants d'Espagne souffrent de la faim. Car l'Espagne a faim, et la faim est un des ennemis de la résistance. Les réfugiés ont surpeuplé le territoire républicain dont les champs produisent trop peu de vivres. On fait queue aux portes des magasins. Le gouvernement français refuse de rendre à l'Espagne 1,4 milliard d'or déposé à la Banque de France. Ce milliard et demi permettrait d'acheter l'excédent de blé français pour nourrir les enfants d'Espagne affamés par le blocus des côtes. Le peuple français veut tout faire pour empêcher qu'un peuple ami souffre de la faim. Un peuple dont la lutte est aussi la lutte pour les intérêts et la liberté de la France. Les membres du Secours populaire collectent dans tout le pays du lait condensé pour les petits-enfants espagnols. Le lait condensé venu de France est arrivé en Espagne. Ces flots blancs emplissent des marmites. Quand le lait est chaud, les enfants qu'on conduit là à leur maman peuvent boire un verre de lait. Un verre de lait par jour et un enfant est sauvé.
quelques biberons par jour, et c'est un nourrisson qui peut vivre. Le lait de France sauve les enfants par centaines. Dans tout notre pays, les quêteurs du secours populaire ramassent des gros sous pour les enfants d'Espagne, comme ils en ramassent aussi pour l'enfance malheureuse de notre pays, pour les victimes de la répression, pour les grévistes. Voici une camionnette du secours populaire devant les usines Citroën. Ces militants savent que pour être efficace, un effort de solidarité doit être continu. Une semaine sans lait de France et des milliers d'enfants espagnols sont menacés de mort. On collecte aussi des vêtements, des conserves, du tabac. En 1938, le Secours populaire de France a pu envoyer en Espagne plus de 4 millions de tonnes de vivres et de vêtements. Le Secours populaire a, depuis le début de la guerre, collecté environ 20 millions de francs. Ces vêtements s'entassent dans l'entrepôt du Secours populaire. Les femmes qui les rangent n'oublient pas la boule de naphtaline qui préserve des mythes, une brassière qui peut sauver un enfant du froid. Les caisses de chaussures sont clouées. L'énorme ballot s'entasse, il faut toute la vigueur d'un robuste magasinier pour les porter jusqu'à un camion proche. Quatre camions du Secours populaire de France parcourent la campagne. En voici un qui s'arrête devant une porte de ferme. Les paysans, qui n'ignorent pas le malheur de leurs frères d'Espagne, leur ont donné plus de 100 000 tonnes de vivres. Ce fermier apporte des pommes de terre qui nourriront une famille espagnole. Une paysanne donne son obole à un quêteur. Le paysan qui partait au champ glisse son offrande dans un tronc. Le peuple français, si généreux, si compatissant aux misères humaines, désire soulager la souffrance du peuple espagnol. Mais pour que ce désir devienne une réalité agissante, il faut que des organisations comme le Secours populaire accomplissent un formidable travail. Ainsi, 100 millions de francs ont-ils été envoyés par notre pays en Espagne depuis le début de la guerre. Ce train est rempli de vivres et de vêtements venus du monde entier. Pour que ces wagons soient remplis, il a fallu des centaines de réunions, d'affiches, de collectes à l'usine, dans la rue, au champ. Il a fallu que des hommes donnent, sans compter, leur temps, leur activité. Si ces péniches chargées de vivres vont pouvoir soulager d'infinies misères, c'est que des milliers de militants ont opiniâtrement travaillé des semaines durant pour qu'elles soient remplies. À Marseille, on charge un bateau de vivres que les hommes et les femmes de France envoient aux Espagnols. Le bateau est arrivé en Espagne. Des barques pavoisées vont à sa rencontre.
Des caisses de vivres, de vêtements, de médicaments sont chargées sur des camions. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, linda primera línea de fuego. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiene fuerte y también la pasarela. Aunque me tiene fuerte y también la pasarela. Le peuple d'Espagne manifeste sa reconnaissance au peuple de France quand ces camions traversent dans l'enthousiasme les larges avenues de la ville. Ajoutez vos gros sous à ces gros sous collectés par le Secours populaire de France et ces enfants pourront être sauvés. Jetez une pièce de monnaie dans le drapeau que portent les inlassables quêteurs de Secours populaire pour que ces enfants puissent avoir du lait, pour que, de l'autre côté des Pyrénées, s'apaisent les cris d'un enfant qui souffre de la faim. Les avions de Hitler et de Mussolini continuent de semer la mort en Espagne. Le massacre des innocents continue. Mais le courage espagnol n'est pas abattu. Les gouvernementaux savent que la farce monstrueuse de la non-intervention, les troupes et les armes de Mussolini et de Hitler ne les empêcheront pas de remporter la victoire. Les gouvernementaux réaliseront le but essentiel de leur victoire, l'Espagne aux Espagnols. Vive l'Espagne pour que vive la France dans la paix. Redoublons nos efforts et l'Espagne vivra. Thank you.